créer autant d'intrigues au fil desquelles donc il nous arrive de croiser les mêmes personnages. Pourriez-vous tout d'abord nous les présenter? Non, c'est parlant, tu commences. Mais d'abord, attends, tu veux pas avant qu'on présente Aurélie aux gens? Allez. Moi, je serais d'avis que tu présentes Aurélie. Tu veux que je le fasse ou tu le fais? Vous savez que Aurélie, vous assistez un peu à une sorte de dépucelage. Parce qu'Aurélie, qui est une lectrice que tous les auteurs connaissent, parce que c'est probablement la meilleure lectrice de France, la plus fidèle, qui nous a suivis depuis des années, qui va dans les salons depuis des années, qui est un amour, qui tient un blog depuis des années. Et je crois que c'est la première fois qu'elle fait des animations en public, parce qu'elle en fait... Pas aujourd'hui, non mais je veux dire pas. Ce week-end, c'est la première fois. Non. Bon. Alors c'est pas un vrai dépucelage. Disons que ça va être un peu moins gore, ça va être un peu moins gore qu'un dépucelage. Mais, mine de rien, c'est une des premières fois. Elle a un entraînement en vidéo, puisqu'elle en fait sur son site. Mais et moi, je serais d'avis quand même que vous applaudissiez à Aurélie, parce que grâce à elle... Grâce à elle, notre communauté, parce qu'on est une vraie communauté, la communauté du polar, vit, bouge, est pleine d'énergie. Elle n'est pas la seule, mais elle fait partie de ces gens qui font vivre notre communauté et on leur doit beaucoup. Donc, un grand merci à toi, Aurélie. Maintenant, merci Aurélie. D'ailleurs, on va même changer le concept, c'est nous qui allons poser les questions. Non, là, il faut maintenant que vous présentiez vos personnages respectifs. Bon, allez, on va suivre quand même, faut pas foirer. Non, voilà, donc je commence. Alors, les personnages récurrents, alors moi j'en ai deux, Franck Charcot et Lucienne Bell, qui sont finalement les premiers personnages que j'ai créés quand je me suis mis à écrire. J'avais créé ce flic, donc de Charcot, sans savoir qu'il allait être récurrent. Quand on écrit des polars, on se dit qu'il faut créer un personnage. Et la difficulté, c'est quand on crée un personnage de flic qui va enquêter, c'est mais comment on peut, parmi tous ces grands personnages qui existent, dans tous les polars, tous ces personnages qu'on a en tête, de dire comment je vais pouvoir faire un personnage créer un personnage qui est différent de ces personnages-là, sans que quand les gens lisent l'histoire, le comparent à un tel ou un tel, donc ça c'est extrêmement compliqué. En même temps, on a des clichés en tête, donc on se dit, bon voilà, le flic, c'est un bad boy, qui boit, on essaye de dire, bon voilà, ça c'est fait, on va faire différent. Donc c'est vraiment très compliqué de créer ce genre de personnage. Et donc voilà, moi j'ai créé le mien, qui est un mélange un peu de ce que j'avais pu lire, et puis d'insuffler un peu de nouveauté. Je sais pas pourquoi, ce qui fait qu'on va aimer ou pas un personnage, en fait, c'est pas forcément la solution. Mais j'ai créé ce livre, Train d'enfer pour en jouer avec Charcot. Après j'ai écrit un autre avec Lucienne Bell, j'ai écrit La forêt des ombres avec un autre personnage. Je ne voulais pas créer de personnage récurrent en fait, au départ. Et ils le sont devenus au fil du temps. Des gens disaient, mais c'était bien la première enquête, l'enquête avec ce personnage, est-ce qu'il va revenir? Et réfléchissant à une autre histoire policière, je me suis dit, tiens, c'est vrai, pourquoi pas le reprendre? C'est un peu comme ça que c'est né. Voilà, c'est né vraiment un peu par hasard, justement avec une volonté contraire de ne pas avoir de personnages récurrents. Et voilà, c'est un peu la naissance de ces Lucienne Bell, pareil, de l'autre côté féminin. Merci. Moi, c'est des personnages récurrents, oui et non, parce que dès le départ, c'était pensé comme une trilogie, et donc j'allais retrouver mes trois personnages principaux dans les trois livres. Mais après cette trilogie, je pars sur autre chose. Donc ces trois personnages-là sont vraiment que dans ces trois livres-là. Donc oui, ils sont récurrents sur ces trois livres. Comment ils sont nés? Dès le premier bouquin, je voulais avoir un personnage féminin fort, et je voulais que ce soit par elle qu'on rentre dans l'histoire. Donc j'ai pensé à une jeune flic d'origine espagnole qui s'appelle donc Esperanza Doloria. Espérance et douleur, c'est tout un programme. À côté de ça, son coéquipier Manuel de Almeida est d'origine portugaise, parce que je suis moi-même d'origine portugaise par ma mère, donc c'est une culture que je connais bien et que j'aime beaucoup et que je voulais décrire. Et à côté de ça, je me suis créé une sorte d'alter ego qui est Christian, qui est le frère de Manuel, et qui est journaliste, tatoué, et beau gosse, oui, pas mal.
voilà, je me suis pas projeté dedans non plus, c'est pas mon Antoine Douanel, et voilà. Mais je pense que voilà, on met tous de nous dans nos personnages, et c'est celui peut-être qui me ressemble le plus. Voilà, après, encore une fois, ils sont récurrents sur cette histoire-là. Ce ne sera pas les mêmes à partir du 4e livre. Et voilà, que te dire d'autre. Ils ont leur fêlure. Moi, ce qui m'intéressait, mes intrigues elles sont importantes, je les travaille, je les construis évidemment, mais moi, c'était surtout les personnages qui étaient plus intéressants pour moi. Je voulais vraiment faire passer de l'émotion, et c'est à travers les personnages qu'on en fait passer. Et je voulais surtout traiter de leur passé et savoir comment leur fêlure de l'enfance ou de l'adolescence se répercute sur leur vie d'adulte, et comment ils avancent avec leur casserole. Et donc voilà, quoi, c'est à travers eux que j'essaie de faire passer l'émotion, et plus qu'à travers l'enquête. Donc les personnages, c'était vraiment essentiel dans mes histoires. Oui, alors moi j'ai quasiment que des personnages récurrents depuis 25 romans que j'écris, parce que je suis un enfant de la littérature populaire. Moi, j'ai une espèce d'amour pour le roman feuilleton, le feuilletonnant du 19e siècle, et donc l'ancêtre de la série télé, c'est-à-dire ce plaisir de lecture qui consiste à retrouver des personnages familiers qui deviennent presque des membres de la famille et qu'on voit vieillir, dont on connaît les fêlures, dont on connaît les victoires et les défaites. Et donc j'en ai eu beaucoup. Donc voilà, Aléa, héroïne de la Moira, qui a traversé 3 romans. J'ai même des personnages récurrents étranges. Il y a Bohème, qui est à la fois le personnage principal de 3 romans de fantasy qui s'appelle Gallica, et que j'ai fait revenir des siècles plus tard dans Nous rêvions juste de liberté, comme si c'était finalement presque le prénom qui était récurrent, mais en réalité pas le prénom, l'allégorie de ce que représente le personnage de Bohème, qui est à la fois liberté outre-mer, il s'appelle, je crois, liberté outre-mer dans Gallica, et puis il revient des siècles plus tard, et au lieu d'avoir une épée, il a une moto, mais c'est le même Bohème, c'est-à-dire que c'est derrière la même la même catégorie de personnages, et ça le revêt le même sens. Ce qui est extraordinaire, ce qui est marrant, c'est que j'ai un autre personnage récurrent qui s'appelle Harry Mackenzie, par exemple, qui est dans Cam, qui a traduit de Mr. Fulcani, qui va revenir, parce que je vais refaire Mackenzie dans 1 an et demi, à peu près, 2 ans. Et ce qui est drôle au sujet de Mackenzie, c'est que quand j'ai commencé à bosser sur le prochain, j'ai eu le sentiment que le dernier Mackenzie que j'ai écrit, c'était en 2013, je crois, Mr. Fulcani, donc il y a presque 10 ans. Et ben, moi je l'ai vu vieillir. C'est-à-dire que j'ai l'impression aujourd'hui que, alors que j'ai pas écrit de roman avec Harry Mackenzie, j'ai l'impression aujourd'hui de connaître le Mackenzie qui a 10 ans de plus que lors du dernier roman. Je sais pas comment l'expliquer, c'est pas tout à fait normal, je sais, il faudrait peut-être que je consulte. Je vis entouré d'habits imaginaires, mais Mackenzie, dans ma tête, il est là. D'abord, grâce à vous, parce que les lecteurs, ils te parlent de tes personnages récurrents. Ce que tu disais au début, c'est parfois, c'est même sous l'impulsion des lecteurs que tu fais revenir. Moi, je suis harcelé par les lecteurs pour faire revenir Andreas Saint-Loup de l'apothicaire. Il ne reviendra pas, il n'existe pas. Donc, il ne reviendra pas. Arrêtez de m'emmerder. Bon. Mais vous savez que Stephen King, un jour, il a tué un personnage parce qu'il en avait marre que les lecteurs lui demandent de le faire revenir. Ouais, Conan Doyle aussi. Mais alors, par contre, non, ce que je voulais ajouter, c'est que le gros avantage du personnage récurrent, c'est justement de pouvoir lui donner une épaisseur que permet le roman feuilleton, que permet aujourd'hui la série télé. C'est-à-dire que sur 500 ou 600 pages dans un roman, votre personnage, vous n'avez pas le temps d'installer des milliers d'histoires, des milliers de fêlures, des milliers d'histoires d'amour, etc. Quand vous installez un personnage sur 4, 5, 6 séries, 6 saisons de séries télévisées, ou sur 3, 4, 5 romans, ce personnage, il commence à prendre de l'épaisseur. C'est-à-dire que vous, en tant qu'auteur, vous connaissez son passé réellement, parce que vous l'avez écrit. Le lecteur, il connaît son passé parce qu'il l'a lu. Ce qui est extraordinaire, c'est que même un lecteur qui n'a pas lu les anciens tomes d'une série avec un personnage récurrent, s'il rentre dans la vie de ce personnage au 5e ou 6e tome, le lecteur, il le sent que ce perso-là, il a un vrai passé. Moi, les gens qui lisent, par exemple, L'Assassin de la rue Voltaire et qui n'ont pas lu les 2 précédents, les lecteurs, ils le sentent que ce personnage-là, il a de la chair et qu'il a déjà vécu des trucs, parce que nous, on écrit mieux.
on les décrit mieux ces personnages-là parce qu'on les connaît. Et là, moi, ce que je voulais dire, c'est que je viens de prendre une claque monstrueuse de cours d'écriture. J'arrête pas de saouler mes potes avec, surtout Mathieu. C'est avec une série qui s'appelle The Fall, qui est une série qui n'est pas la plus grande série du siècle. C'est une série sur une enquêtrice qui enquête sur un tueur en série. Donc des tueurs en série, il y en avait des millions. Mais le personnage de Gillian Anderson dans cette série, c'est une leçon d'écriture. J'ai jamais vu un personnage d'une telle profondeur, d'une telle justesse, qui est, on dirait un barrage. Je ne sais pas comment l'auteur de cette série, c'est un génie. Hein. Le type, d'abord, il a tout fait sur la série. Mais je ne sais pas comment il a réussi à nous montrer. C'est une espèce de barrage, vous savez, c'est la nana qui retient ses émotions, la flotte, elle arrive sur le barrage, et vous savez qu'un jour le barrage, il va péter. Et il ne pète qu'à la deuxième saison, au milieu de la deuxième saison, et pendant tout ce temps-là, elle a l'air d'une froideur. En plus, Gillian Anderson, pour ceux qui se rappellent, ce que lit dans X-Files, c'est la meuf, elle sourit pas beaucoup, elle était dans Thatcher, dans The Crown, elle est exceptionnelle, mais bref, l'écriture derrière, moi j'ai pris un cours, c'est-à-dire que quand j'ai regardé The Fall, j'avais déjà commencé mon ancien roman, et ben j'ai réécrit en me disant mais c'est pas possible, Henri, quand tu vois l'épaisseur de l'écriture de ce personnage-là, t'es obligé de réécrire ton perso là, parce que c'est ça que je veux viser, tu vois, c'est ça que... Et ça n'est possible que dans la longueur, donc c'est pour ça que je pense qu'on aime les personnages récurrents, parce que ça, Charcot aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que, en fait, aujourd'hui on dit presque pas le nom du roman, on dit c'est un nouveau Charcot, quoi. Parce que ça l'est, il est là, il existe, il est dans cette pièce, Charcot, il est là, il est parmi nous, quoi. Tu vois. Ouais, vas-y. C'est une autre sorte de dépucelage. Alors, moi, en ce qui me concerne, mes personnages récurrents sont récurrents un peu d'une façon un peu différente, parce qu'effectivement, ils n'étaient pas prévus non plus pour être récurrents. Le premier, donc Mathias, qui est le personnage principal de mon premier roman, lui est un médecin cancérologue un peu par vocation, parce qu'il se trouve qu'il a perdu son père quand il était gamin d'un cancer. Bon, voilà, il a construit un petit peu son avenir par rapport à ça. Et il se trouve que dans ce premier roman, il croit reconnaître 25 ans plus tard au journal télévisé, présenté comme un terroriste. Ça fait ressurgir beaucoup de questions sur ses origines et sur sa filiation. Et donc il a ses propres blessures qu'il essaie de soigner dans ce premier roman. Et à la fin de ce premier roman, ce personnage-là n'était pas forcément censé revenir plus tard. Je suis parti sur mon deuxième roman, qui a un univers complètement différent. On est sur un polar plus classique. Le personnage principal de ce roman, c'est Camille, qui est capitaine de police à Paris, qui elle aussi a un passé un petit peu trouble. Elle a été activiste écolo dans sa jeunesse. Donc elle a aussi sa part d'ombre. Et là aussi, à la fin de ça, elle était, dans mon esprit, elle avait quand même un avenir plus tard dans d'autres histoires et dans d'autres romans. Et à la fin de ce deuxième roman, finalement, ces deux personnages me manquaient. J'avais besoin de retrouver à nouveau ces personnages-là. Et donc j'ai imaginé cette histoire du troisième roman où je les ai fait se rencontrer dans un contexte complètement différent, parce que j'avais envie aussi de les mettre un petit peu dans d'autres circonstances, de les sortir de leur zone de confort habituelle. Donc, ils se retrouvent au Gabon. Il se trouve que Mathias, après ses aventures du premier roman, a voulu un petit peu changer d'horizon, donc il est responsable d'un dispensaire au Gabon. Et Camille se retrouve également là-bas pour aller venir au secours d'un de ses anciens amis. Et donc j'avais vraiment envie de les sortir de cette zone de confort et de leur univers habituel. Mais au départ, c'était pas forcément des personnages qui étaient prévus pour se rencontrer et pour être récurrents. Mais effectivement, on s'attache énormément aux personnages au fil de l'écriture, et ils vivent leur vie, ils évoluent au fil des pages. On a envie de les retrouver, y compris dans les prochains ouvrages. Avant de revenir justement sur le lien auteur-personnage et personnage-lecteur, moi je voulais savoir si sous couvert d'une apparente facilité, parce que oui, on a créé un personnage, donc on le retrouve après, donc il est déjà créé, il est déjà mis en place, c'était pas finalement plus une difficulté pour vous de permettre à un personnage de revenir, donc de ne plus avoir cette base à recréer, mais de devoir le faire se renouveler tout en restant crédible et cohérent au fil des romans? Après, je rejoins Henri quand il parle de ce personnage qui finalement a vieilli en même temps que lui au fil des années. Moi, en ce qui me concerne, les personnages, que ce soit les principaux ou les personnages secondaires,
au fil de l'écriture, ils ne vont pas toujours dans la direction que j'imaginais au départ. Ils ont leur propre vie. Il y a certains personnages qui vont prendre un petit peu plus d'épaisseur, un petit peu plus d'ampleur, et d'autres personnages qui finalement vont me fatiguer au fil de l'écriture et qui vont prendre moins d'importance, voire disparaître au cours de l'écriture. Pour une balle ou... Ouais. Finalement, c'est aussi... c'est presque plus facile de continuer à les faire vivre parce qu'ils ont continué à évoluer au fil des pages et même au fil des années. Moi j'ai même un chien récurrent maintenant. J'ai un chien récurrent. Parce qu'en fait, ça c'est venu même pendant l'écriture, c'est-à-dire il y a un moment donné, je sais plus, c'est dans lequel Lucas je crois. Non, c'est avant ça. Il y a une intrigue, amène Charcot dans une SPA, il doit obtenir une information. Et voilà, moi j'avais prévu qu'il ressorte avec l'information et qu'il continue son enquête. Et puis en fait, il y a des chiens derrière. Et je me dis, mais ça, ouais, il va récupérer un chien, il va le garder quoi en fait. Donc j'ai fait ça vraiment en l'écrivant à ce moment-là. Et il revient avec le chien. Et voilà, dans le bouquin, il s'occupe du chien comme ça. Et c'est un peu pénible parce que maintenant en fait le chien, je suis obligé de le gérer aussi dans les nouveaux romans quoi. Vous voyez, donc ça peut être un peu compliqué. Non mais pour répondre un peu à la question, c'est ouais en fait c'est à la fois plus facile et plus compliqué quand on a des personnages récurrents parce que comme disait Henri, créer un personnage c'est extrêmement compliqué. C'est presque aussi compliqué que de créer une histoire. Hein. Ça prend la moitié du temps. Il faut tout construire sur ce personnage, tout un passé, toute une psychologie. Avec des originalités, donc ça c'est vraiment un gros travail. Quand ils existent, on les connaît, donc on n'a pas besoin de recréer toute cette partie-là, ils sont presque prêts à rentrer dans les enquêtes et puis à enquêter, les lecteurs les connaissent, donc on sait qu'on n'a plus besoin de les présenter. Après la difficulté c'est ça aussi, c'est-à-dire que quand un lecteur connaît un personnage récurrent, il a envie, quand il achète un nouveau roman, de découvrir une nouvelle histoire, mais aussi d'avoir des attentes par rapport au personnage. Il faut qu'il leur arrive quelques péripéties, parce qu'on lit aussi les livres pour suivre les émotions du personnage. Et évidemment, il faut qu'il y ait beaucoup d'émotions, qui peuvent être des émotions de joie évidemment, mais qui sont aussi dans les polars des émotions qui vont être celles de la peur, ils vont être en difficulté, parce qu'il faut que les lecteurs aussi ressentent toutes ces émotions-là. Donc il faut leur créer toute cette vie intérieure dans le livre. C'est compliqué parce que plus il y a de romans, plus on leur a fait subir des événements qu'on ne peut pas forcément reproduire. Moi j'ai déjà tué pas mal de personnes dans l'environnement de Charcot. On ne peut pas faire ça tout le temps. Tuer les enfants, c'est pas bien. Non mais en plus on se rend compte de l'impact que ça a, c'est-à-dire en fait moi c'est quelque chose vraiment que j'ai appris. J'ai entendu tuer les chiens, il y a des non, on touche pas aux animaux. Les humains ça va, mais les animaux non. Non mais méfie-toi à ce qu'on ne dise pas trop rapidement dans les clichés sur le Nord-Pas-de-Calais, s'il te plaît. Oui, c'est pas non plus. Mais non, donc c'est un peu compliqué. On se rend compte que, et ça je l'ai appris pendant l'écriture, qu'on a quelque part une certaine forme de responsabilité par rapport à nos personnages. Parce qu'on se rend compte qu'ils ont un gros impact émotionnel sur les lecteurs. Quand vous faites souffrir un personnage, quand votre personnage est triste, en fait ça se répercute sur les lecteurs. Enfin moi j'ai toujours trouvé ça extraordinaire, c'est-à-dire des êtres de papier qui quelque part, ce que disait Henri, ils existent, et pour les lecteurs aussi. Donc quand on fait donc il y a un peu de ça aussi, c'est-à-dire quand c'est des personnages qu'on connaît depuis très longtemps, on sait que quand on s'engage dans telle voie où on se dit voilà le personnage là il va quand même être en difficulté, il va être un peu triste, etc. Mais on sait que les lecteurs vont être dans ces émotions-là. Et il faut aussi contrebalancer, en fait. C'est-à-dire que dans les premiers, j'étais très noir, donc c'était toujours des choses terribles, parce que c'était un peu l'image que j'avais du polar, il fallait toujours que ce soit très très sombre, et plus c'était sombre, et mieux c'était pour moi. Enfin, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment une courbe émotionnelle, en fait. C'est-à-dire qu'il faut évidemment ces passages très noirs, qui font partie du genre, mais il faut aussi de la respiration, il faut aussi des moments de joie, on a envie de rire, de décompresser. Et donc voilà, ça on peut se permettre ça avec des personnages récurrents, parce qu'on les connaît par cœur et on connaît leur destin, on sait où ils en sont dans leur vie,
Et c'est vrai que ça se sent, quoi. Il y a toute cette matière-là qui existe. Ce qui est marrant, c'est que moi je sais pas si ça t'arrive, mais c'est que tu finis même par devenir parfois un peu spectateur de ton personnage parce qu'il est tellement, il existe tellement et tu as déjà depuis longtemps réfléchi aux réactions possibles et à son langage, à son discours, à son humour, qu'on finit. Et moi je sais par exemple qu'il y a un des romans de Mackenzie que j'ai écrit pendant mon divorce et où j'en ai mis plein la gueule à Ray Mackenzie et je pense que non, c'est pas par vengeance. Je pense que c'était une espèce de projection de dire ok, comment tu vas réagir Harry, toi ? Comment tu vas te relever ? Et je pense que c'était presque de l'ordre de l'expérimental, c'est-à-dire que je me suis dit, bah, si mon perso il se relève, je vais peut-être me relever moi aussi, et il y avait un côté cathartique, quoi, tu vois, où finalement on est spectateur. Vous savez, d'ailleurs, je sais pas si vous vivez ça, mais ce que tu disais tout à l'heure, où tu disais parfois que tu étais surpris parce que les personnages réagissaient pas de la manière que tu avais prévu. Mais moi je sais que mes meilleurs moments d'écriture, c'est quand mes doigts ne suivent pas ce que j'avais prévu dans mon synopsis, quoi. C'est les moments les plus savoureux. Quand tu entends une voix et que c'est presque de la dictée, quoi. Ouais. Tes personnages évoluent indépendamment de tes réflexions. C'est un état second que tu arrives à trouver. Et là, il peut se passer, les murs peuvent s'écouler autour de toi, tu fais ta gaffe, t'es dans ton truc, c'est la magie qui opère, c'est bien quand c'est comme ça. C'est chiant parce qu'après ça fout en l'air tout votre synopsis, vous êtes obligé de le réécrire. C'est vrai. Mais dans ces moments-là, on n'a pas le droit de faire taire le personnage. S'il y a un personnage qui a décidé de ne pas obéir aux ordres du metteur en scène, l'analogie, je la prends pas au hasard, c'est-à-dire que je pense que ça arrive des milliers de fois, des réalisateurs, d'avoir un comédien qui part en impro, tu vois, dans Apocalypse Now, voilà, c'est arrivé, et où le réalisateur, au lieu de dire couper, il dit non, vas-y, on tourne, vas-y, et nous on est un peu dans cette situation. C'est ce qu'il garde et c'est le moment de grâce du film, et c'est aussi comme ça que ça se passe en écriture. On a beau avoir pensé à tout, imaginer toutes les réactions, le moindre dialogue et tout, parfois on est en roue libre, il peut ressortir aussi de la merde, hein. Mais parfois, c'est un moment de grâce qui fait que c'est la meilleure page de ton bouquin. Et c'est pour ces moments-là qu'on écrit aussi. C'est un inconscient qui fait que... Voilà, ils sont dégagés. C'était quoi la question en fait ? En fait, je voulais savoir si c'était pas plus une difficulté d'avoir des personnages, parce qu'il fallait les renouveler, effectivement, que leur mère ne meure pas 15 fois, parce que c'est pas possible. Voilà. Oui, moi à l'école, ma mère elle est morte 15 fois. Je le disais tout à l'heure, mes personnages ils sont récurrents, mais étant donné que c'est une trilogie que j'ai déjà pensé l'histoire très dense et très riche, qu'après j'ai découpé en 3 parties, j'ai pas l'impression qu'ils sont récurrents, même si effectivement ils le sont. Donc j'ai pas du tout l'impression de le répéter, au contraire, ils évoluent sur plusieurs années, on les prend, enfin il y a des flashbacks, des flash-forward. Moi mes narrations, elles sont pas du tout linéaires, la construction est complètement éclatée. Je passe des années 60 au présent, au futur, et je fais des va-et-vient sur une timeline comme ça. Donc j'ai pas l'impression de me répéter, au contraire, j'ai vraiment l'impression d'avoir un éventail hyper large et de zoomer dedans, et chaque élément apporte une couleur au personnage. Je résiste pas à l'envie de raconter l'anecdote pour ceux qui la connaissent pas du papa de tous les personnages récurrents qui est Rocambole, qui a donné l'adjectif rocambolesque, et je vais vous expliquer pourquoi pour ceux qui ne savent pas. L'auteur de Rocambole, il écrivait une aventure de Rocambole toutes les semaines, qui était publiée de manière régulière dans la presse pendant 20 ans. Donc je ne sais pas si vous imaginez Rocambole, ce qu'il a pu vivre en 20 ans. Et à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, vous vous en doutez. Et donc il avait un échiquier, toi ça va te plaire, il avait un échiquier chez lui, et il mettait les noms des personnages sous des pièces d'échecs. Alors Mathieu c'était le fou, la dame, le machin. Et quand il y en a un qui mourait, pour s'en souvenir, il renversait la pièce d'échecs. Parce que sinon, au bout d'un moment, il y avait quand même beaucoup de personnages, il ne se rappelait plus qui était mort, qui était vivant, quand vous en êtes à 10 ans d'écriture. Et un jour, il change de femme de ménage. Et la nouvelle femme de ménage arrive et elle redresse toutes les pièces sur l'échiquier. Et là, il fait « Oh putain !» J'ai
deux choix, soit je relis 12 ans des aventures de Rocambole, soit j'essaie de me souvenir, et c'est à partir de ce jour-là qu'il y a des personnages qui étaient morts, qui reviennent, et l'expression rocambolesque, elle vient de cette satanée femme de ménage. La cause des incohérences. Une telle relation, enfin, surtout quand on vous écoute, une telle relation de papier peut s'apparenter aussi à un couple littéraire. Dès lors, comment cohabite-t-on au quotidien avec de tels compagnons? Est-ce que les relations peuvent être tendues ou au contraire, quand on les retrouve, est-ce qu'ils vous ont manqué? Moi j'adore les personnages. J'ai écrit pour les personnages. Encore une fois, j'aime raconter des histoires, construire des intrigues, mais c'est les personnages qui sont à la base de tout, parce que moi j'écris pour faire passer des émotions, c'est à travers les personnages que je les fais passer. Et donc ouais, je suis super ravi à chaque fois que je me mets devant mon écran de les faire évoluer et de les retrouver. Et d'ailleurs, j'imagine que les lecteurs se rendent compte que j'ai beaucoup d'empathie pour mes personnages, même si je suis hyper dur avec eux et que c'est terrible ce qui leur arrive. Mais c'est toujours un regard bienveillant que j'ai sur eux. Je les juge pas, malgré leur tard, leur névrose, leur côté démoniaque. Et oui, je serais incapable d'écrire une histoire avec un personnage que j'apprécie pas. Ça, c'est évident. Oui, mais c'est pareil. Enfin, j'ai besoin de m'attacher aux personnages pour pouvoir les faire évoluer dans le sens qui m'intéresse. Après, je disais tout à l'heure qu'il me manquait à la fin du roman, quoi. J'ai besoin quand même d'avoir des pauses et de passer un petit peu à autre chose. Le roman suivant, je suis passé sur vraiment un one-shot, des persos complètement indépendants, rien à voir. Mais j'ai quand même envie de retrouver ces personnages-là plus tard, ceux des premiers romans. Je dis pas que quand je serai aussi âgé qu'Henri. Dans 25 bouquins. Ça permet bien des choses quand même. Dans 25 bouquins, peut-être que certains personnages auront commencé à me taper. Sur le système, et oui. Sur la gueule, oui. Certains auront peut-être un destin à la Sherlock Holmes pour définitivement couper le cordon, mais aujourd'hui, ces personnages-là, non, j'ai envie de les retrouver, j'ai envie qu'ils continuent à évoluer, ils ont encore plein de choses à me dire en fait. Je les connais pas encore complètement, j'ai envie de continuer à les découvrir. Non mais on est heureux de les retrouver, enfin je suis heureux de les retrouver et heureux de les abandonner aussi, quoi. C'est-à-dire que il faut faire attention aussi de ne pas devenir prisonnier de ces personnages, c'est-à-dire de systématiquement écrire des livres avec ces personnages-là tous les ans, parce qu'en fait, ça arrive à certains auteurs, enfin, je sais pas c'est Cornwell qui a toujours écrit avec la même médecin légiste depuis tout le temps, mais en fait, dès qu'elle écrit quelque chose qui est en dehors, les gens ne lisent pas parce que ils ne veulent même plus lire Patricia Cornwell, ils veulent lire qu'est-ce qu'Arpetta, une histoire, voilà. Donc. Et ça, c'est assez. L'écriture, c'est vraiment la liberté de faire ce qu'on veut, donc quand on commence à être prisonnier de ces personnages, c'est pesant et on n'arrive plus à s'en extraire si on ne s'y prend pas suffisamment tôt. Et donc c'est bien aussi de les laisser de côté pour faire autre chose, explorer d'autres domaines, et on est d'autant plus heureux ensuite de les retrouver. Ce que disait Henri, c'est-à-dire qu'en fait, quand nous on passe un an ou deux sans ces personnages-là, eux aussi vieillissent, donc en fait ils ont des choses à raconter entre le moment où on les a laissés à la fin d'un roman, d'une enquête, et au moment où on les retrouve. Moi j'imagine toujours, c'est très, très compliqué quand ils sortent d'une grosse enquête, d'un des romans où ils ont vécu des choses quand même qui se passent pas tous les jours, de dire voilà, bon, je vais écrire un nouveau livre, maintenant ça y est, ils repartent, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir. En fait, mon cerveau n'arrive pas, et c'est même pas humain, c'est-à-dire on se dit, mais ces personnages-là, ils peuvent pas faire ça en permanence. Donc voilà, ils font ça tous les. Avec un peu plus de temps entre eux. Et voilà, c'est ça, c'est un peu la liberté, parce que l'air de rien, quand on est un peu prisonnier de ces personnages-là qui ont des destins qu'on est obligé de un peu d'épouser, quoi. C'est-à-dire on a créé ces personnages et on devient un peu aussi esclave de ces personnages-là, ils nous prennent un peu par la main, on ne peut pas leur faire ce qu'on veut. Donc quand on ne peut pas faire ça, on crée d'autres personnages qui vont nous permettre d'aller à libre. Alors, de la même manière, au fil des romans, il paraît évident qu'une relation se crée également entre les personnages et leurs lecteurs. Et du coup, vous voulez savoir, quand vous appréhendiez une telle relation, si ça pouvait vous mettre une certaine pression au moment de l'écriture, comme une espèce de contrainte de retrouver ces personnages, ou au contraire, si vous avez peur de parfois lasser votre lectorat.
Pourquoi vous me tordez tous le micro quand elle parle de lasser le lectorat? C'est pas très sympa, les copains. Je sais pas quoi te répondre trop là. Je suis un peu. Je sais pas. Moi, ce que je sais, oui, ce qui est étrange, c'est quand on le sait tous, quand on a mis le mot fin et que le livre part chez l'imprimeur, il nous échappe. Et donc ces personnages-là, finalement, ne nous appartiennent plus, ils vous appartiennent à vous. Moi, je vis des trucs assez extraordinaires avec l'Horizon de Liberté, où j'ai des gens qui se tatouent bohème et sur le bras, et ça devient leur bohème à eux, c'est plus le mien, quoi. C'est d'autant plus troublant qu'en réalité, c'est un peu moi, bohème, quand même. Donc il y a des fois des gens qui me parlent de moi, sans le savoir, et qui me disent « Ouais, quand même, bohème, machin ». Je fais « Oui, je sais, en fait, je sais. » Mais c'est génial parce que ils se l'approprient. Et j'ai vécu un jour un truc assez extraordinaire, c'était sur l'adaptation BD d'un de mes romans, où le dessinateur, ça c'est pour dire à quel point les gens s'approprient les personnages, et c'est la magie de la littérature. C'est-à-dire que contrairement au cinéma, où le personnage vous est livré incarné dans un acteur, dans un roman, c'est quand même vous qui participez à la création, à l'instant de création. À tel point que, merde, comment il s'appelle, Damien Louvel, le héros du Testament des siècles, quand le dessinateur de la BD dessine Damien, je lui fais refaire une dizaine de fois en lui envoyant les descriptions qui sont dans le livre, noir sur blanc. Avec marqué, il a les cheveux noirs, coupés mi-longs, machin, il a les yeux de telle couleur, etc. Et les lecteurs, quand ils ont découvert la BD, ils ont dit « Mais il est pas du tout comme ça, Damien Louvel. Il est blond. » Ah non, il est pas blond. Ah si, il est blond. Ah, ok. Et ça, c'est la magie du roman, c'est-à-dire qu'en fait, les gens s'approprient votre personnage, le projettent, font leurs propres images, fabriquent leurs propres films à partir des mots que vous avez écrits. J'ai fini par tellement comprendre ça que quand j'ai écrit Nous rêvions juste de liberté, je me suis dit, il ne faut pas que je mette, faut pas que je dise où ça se passe, ni quand ça se passe. Et ce qui est génial, c'est que tout le monde est persuadé de savoir où ça se passe et quand ça se passe. Et ça va paraître très immodeste, mais je pense que j'ai réussi mon coup parce que mon but c'était que ça se passe dans votre adolescence, dans votre grand espace imaginaire. Et ça marche. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent bah non, c'est dans les années 70. En général, ça c'est ceux qui étaient ados dans les années 70. Puis d'autres qui disent bah c'est dans les années 80. Et ça c'est ceux qui étaient ados dans les années 80. Le mec qui est en train de le réaliser, il était ado dans les années 90, et le film qu'il est en train de faire, ils sont ados dans les années 90. Et ça, c'est justement à cause de ça, je me suis dit, quand j'ai écrit ce roman, je me suis dit, il faut surtout pas que je prime mon lecteur ou que je court-circuite la possibilité pour le lecteur de s'approprier suffisamment cette histoire pour qu'il en fasse son adolescence à lui, parce que sinon on va rentrer dans la littérature germano-pratine nombriliste, où je vais raconter mon adolescence dans ma maison et mon histoire, et rentrer dans la littérature complètement onaniste. Là, j'avais tellement envie de raconter notre adolescence, notre première histoire d'amour, nos premières trahisons amicales, notre première envie de partir. On a tous, parce que je ne suis pas mégalo, je sais très bien qu'on a tous eu envie de partir un jour. Tout le monde a envie de partir de chez ses parents, partir de son boulot, partir de sa maison, partir loin de ses enfants, loin de son mari. On a tous eu à un moment envie de partir. Je sais bien que je ne suis pas le seul mec au monde à avoir eu aussi besoin de partir. Et du coup, j'avais envie que tout le monde puisse se l'approprier. Et je pense qu'avec les personnages, c'est ça. C'est-à-dire que il faut tout ce qui n'est pas donné est perdu. Voilà. Ah, c'est beau. C'est difficile d'enchaîner après. Non, mais là où je suis entièrement d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, moi j'essaye de donner très peu de détails physiques sur les personnages. Voilà, ils ont leur construction psychologique, ils ont dans les dialogues, dans les situations, dans les réactions, ils ont la construction vraiment de leur subconscient et de leur psychologie. Mais par contre, physiquement, je ne dis jamais il ou elle est blond, elle est brune, elle a les yeux bleus, etc. Parce que moi, en tant que lecteur, quand je lis un bouquin, j'aime me faire vraiment ma propre image du personnage. C'est exactement ce que tu disais juste avant. Et j'ai pas envie d'imposer ma propre vision au lecteur derrière. Après, la question de départ, c'était est-ce qu'on a peur
peur de lasser les lecteurs. Excuse-moi, je reviens à la question. Non, enfin, lasser les lecteurs, non, moi j'ai pas du tout cette crainte-là. Après, il se passe des fois des choses un peu étranges, que ce soit avec les personnages principaux ou avec les personnages secondaires. Moi, sur le crépuscule des éléphants, j'ai beaucoup de retours et beaucoup de demandes sur un personnage secondaire qui est la petite Grace, qui est une petite orpheline qui a été recueillie dans les dispensaires par Mathias le médecin. Hein. Et ce personnage-là, il m'a explosé la figure en fait pendant l'écriture, et ça se ressent vachement, a priori ça se ressent vachement à la lecture, et j'ai beaucoup de demandes sur ce personnage-là. Ouais, je pense que je le ferai revenir différemment ce personnage, mais c'est pas forcément là où on les attend en fait, que les demandes et que les attendus sont. Juste, je voulais dire, tu sais qu'il y a des pieds. Parce que là, tu vas te faire une névralgie cérébro-bronchiale. Moi, je serais d'avis qu'on lance une cagnotte en ligne pour lui offrir un pied, parce que ça fait quand même une demi-heure qu'elle est comme ça. Et j'ai tellement pitié de toi, j'ai envie de te faire un câlin, de te dire, mais tu sais, il y a des pieds. Si j'ai peur de lasser, j'espère pas. J'espère pas. En plus, j'espère pas. Non, mais je suis assez nouveau dans le paysage du polar, donc j'espère qu'il n'y a pas de bouquin. Je commence pas à lasser. Et puis non, je pense que je me renouvelle assez. L'idée, c'est de ne pas justement écrire deux fois le même bouquin, ne serait-ce que dans la construction, c'est très différent. Les émotions que je fais passer dans chaque bouquin sont des émotions très différentes. Et oui, j'espère que les lecteurs arrivent à s'identifier quelque part à certains. J'ai pris 3 personnages principaux pour que justement il y ait cette richesse et que chacun puisse y trouver son compte et s'identifier à l'un d'eux. Et non, j'espère ne pas lasser. Je me pose même pas la question. Alors, juste, je suis chiant, je prends toute la parole, mais moi, en revanche, j'avoue que moi, je me pose la question à chaque phrase. Et je ne déconne pas. Hein. C'est-à-dire que moi, chaque phrase que j'écris, je me dis toujours, est-ce que tu es sûr, alors pas forcément de lasser, mais est-ce que tu es sûr que c'est la meilleure façon de dire ce que tu as à dire à ton lecteur et que tu es sûr que qu'il va le recevoir de la meilleure façon possible. Tu vois, c'est une question que je me pose à chaque phrase. Ouais, mais la lassitude ne vient pas dans le processus créatif. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je fais de la dentelle. Quoi. Je veux rendre le texte le plus poétique, beau possible. Et je fais la recherche de la phrase la plus belle. Mais je me dis pas que ça va lasser. Ouais, non. Non, mais ils ont tout dit. Après, moi, ce que je me suis rendu compte, vraiment, et notamment avec la série du Saint-Robeux qui est sortie, c'est qu'en fait, il ne faut surtout pas toucher à l'imaginaire des lecteurs. C'est-à-dire qu'en fait, les lecteurs s'approprient le personnage, qu'effectivement, on a ce point commun, je pense que vous allez décrire relativement peu. C'est que moi, même Charcot, qui existe depuis des années, on ne sait pas exactement. Voilà, il n'y a pas de description très précise du personnage, et donc chacun se le. Maintenant, il est incarné. Oui, alors en fait, chacun se l'approprie, et donc il y a eu la série qui, en fait, comme tu disais, Henri, est quelque chose d'une contrainte, c'est-à-dire on impose, en fait, comme matérialisation d'un personnage qui est imaginaire, quelqu'un, voilà, un comédien qui va l'incarner, et donc ça crée forcément un choc, en fait, quelque chose qui se passe dans la tête du lecteur, qui va l'empêcher d'apprécier la série, parce que ça va en permanence, ils vont penser, ils vont dire mais non, c'est pas le personnage que j'imaginais, c'est pas le monde, l'univers que j'ai créé, et donc ça crée une rupture mais qui est complètement compréhensible. Et d'ailleurs, nous c'est ce qu'on cherche aussi à faire, c'est de générer un imaginaire et que chaque lecteur puisse s'approprier les personnages et les mondes concrets, et c'est quand on arrive à faire ça, c'est qu'on a réussi justement notre métier. Mais c'est pour ça que toujours les adaptations, quand il y a des questions d'adaptation, moi ça m'est arrivé évidemment d'avoir lu des livres et d'avoir vu des adaptations, et puis d'avoir vu des adaptations sans avoir lu les livres. En fait, les adaptations, quand on n'a jamais lu les livres, on les trouve géniales. Moi, je trouve ça génial, mais dès qu'on a lu le livre, moi je me souviens, c'était La Ligne Verte, j'avais lu le livre de Stephen King. Puis je regardais le film et je me dis, mais le film est nul, alors désolé de dire ça. Et après, je re-regarde le film 3 ans après, 4 ans après, je me dis, ce film est génial en fait, parce que le bouquin, je l'avais un peu oublié. Et il y avait eu tellement une telle rupture quand on lit le livre de Stephen King, La Ligne Verte,
et en fait on voit. Et ça me l'avait fait, donc je me souviens bien de ça. Mais je me souviens aussi que le temps efface effectivement, et que en fait les objets en eux-mêmes, enfin les objets films, BD, etc. sont bien, mais en fait voilà, il y a cette rupture qui est complètement naturelle. On ne peut pas imposer à des gens d'oublier en fait l'univers qu'ils se sont créés, de mettre de côté. C'est pas évident, on ne peut pas, en fait, ça fait partie de. Donc voilà, parfois il y a certains lecteurs qui ont lu le livre il y a très longtemps, donc ils ont un peu oublié, donc ça passe. Ceux qui l'ont lu très récemment, c'est beaucoup plus compliqué en fait. C'est là où quand même, qu'on aime ou pas la série, Peter Jackson a fait un boulot de malade, parce que Dieu sait si on attendait l'adaptation du Seigneur des Anneaux qu'on a tous lu depuis 50 ans, et ben Bilbo c'est Bilbo, Frodon, tous les gens qui ont des reproches à faire sur les films, c'est jamais sur ça. C'est jamais sur mais non, mais Bilbo il est pas comme ça, ou Frodon il a réussi à capter le. Et pourtant, il n'y avait quand même pas plus dur comme risque de jalousie du lecteur, c'est-à-dire que les gens, les fans de Tolkien, c'est pas des petits fans de Tolkien. Hein, ils sont super décrits. À l'inverse, ils sont très très décrits. Les personnages et donc peut-être que les reproduire c'est plus simple que de. Et les peintures de Beau qui ont fait que les gens avaient un univers visuel déjà et Tolkien, mais n'empêche que chapeau quoi. Après, on peut aimer ou pas les films, mais en tout cas, ce travail-là, il est extraordinaire. C'est un ça n'a rien à voir avec ta question, mais tu sais, tu vas voir au fur et à mesure en fait qu'en général, le but c'est ça, c'est que tu poses des questions pour qu'on réponde pas du tout aux questions que tu poses. Tu poses une question au début, après tu laisses faire. Voilà. Effectivement, le temps défile beaucoup trop vite, mais je me permettrai de vous poser une dernière question en guise de conclusion, parce que les personnages récurrents sont nombreux à travers la littérature, et donc si vous devez n'en rencontrer qu'un seul autre, duquel souhaiteriez-vous que votre personnage récurrent croise la route? D'un personnage récurrent d'un autre auteur? Vous avez 3 minutes. Est-ce que ça peut être pour lui démonter la gueule? Ouais, ça peut. Non, moi j'aimerais bien que Esperanza de Loria rencontre Lisbeth Salander et qu'elles aient une histoire d'amour ensemble. J'ai fait court ça. C'est très très compliqué. Moi j'aurais adoré qu'il puisse rencontrer Sherlock Holmes, mais là ça va être très compliqué à mettre en scène. Moi, depuis quelques années, on essaie de faire un truc avec Bernard Minier, c'est que nos personnages se rencontrent. Donc lui, c'est Martin Servaz et Charcot. Et c'est compliqué parce qu'on ne voudrait pas que ce soit juste une. Ou lui, enfin moi, dans mon livre, je dis ah tiens, je vais appeler Martin Servaz, et puis que l'autre répond, et puis voilà. Je voudrais qu'il y ait un truc, une espèce de lien où chacun dans l'enquête se sert l'un l'autre, en fait, c'est-à-dire qu'il y ait une espèce de miroir dans l'un ou l'autre des romans. Après, la difficulté qu'on rencontre toujours, c'est que quand lui, par exemple, écrit un roman avec ce personnage récurrent, moi je suis plutôt dans un one-shot. Et donc, voilà, c'est un peu comme ça, mais peut-être pour le prochain, parce qu'en fait, l'année prochaine, 2023, moi ce sera un Charcot et lui un Servaz, donc on va essayer de voir. Il y a peut-être moyen de faire un truc. Ça sera un croisement, ça, un clin d'œil, mais concevoir c'est compliqué parce qu'on est chacun vraiment dans notre coin avec nos intrigues, qu'on garde secret, parce que voilà, on va pomper sur moi si je suis fidélisé, donc on garde un peu notre secret. Surtout d'Arami. Ah mince, c'est filmé, désolé. Non, mais on regarde nos intrigues, voilà, chacun pour soi, mais on se contacte souvent et on voudrait vraiment faire ça parce que c'est un beau clin d'œil pour nos personnages et puis aussi les lecteurs qui aiment aussi ces croisements. Je sais pas s'il y a des Henri Levenbrun dans les romans qui traînent. Moi, j'ai justement des Bernard Minet dans mes romans. En fait, on est aussi des personnages, on se met dans nos livres les uns les autres. Moi, j'ai l'inspecteur Minier qui meurt dans l'assassin de la rue Voltaire, et qui est un petit enquêteur toulousain avec le regard brillant et le corps sec. Moi, je travaille un peu sur un truc un peu similaire en ce moment, puisque Blackmore, l'île que je crée, dans laquelle se passe mon prochain roman, c'est une île que j'ai créée et qui est un peu en open source, c'est-à-dire que d'autres auteurs vont y inscrire des romans et que j'ai décidé de proposer à tous les auteurs que j'aime, c'est-à-dire presque tous les auteurs, s'ils le veulent, d'y écrire une aventure. Donc je sais que plusieurs auteurs, Max, Olivier, Nicolas Lebel, Olivier Ball, sont en train de réfléchir à écrire un roman qui se passera sur ma petite île.
Mais pour répondre à ta question de manière plus directe, moi évidemment j'aurais rêvé que Bohème rencontre son papa, c'est-à-dire Momo de La vie de François, de Romain Gary. Je pense que la rencontre entre les deux aurait été chouette et humiliante pour moi, mais chouette pour Bohème.